Arc-en-Ciel. Votre émission hebdomadaire sur Radio Pluriel, radio de la tolérance et de la diversité. سيداتي أوانستي سادتي، مرحبا بكم ببرنامجكم الأسبوعي أركونسيال على إذاعة بلوريال، إذاعة القرب وإذاعة التحاور وكذلك إذاعة التسامح. Avec vos fidèles serviteurs عبد اللطيف الصادقي، عبد العزيز الدحاسي والمهدي. بهذه المناسبة nous souhaitons dans un premier temps au nom de l'ensemble de l'équipe de transmettre nos sincères vœux à nos chers amis et frères aussi, l'ensemble du peuple amazigh et berbère à l'occasion de la nouvelle année amazigh. وبهذه المناسبة كذلك نقوم بتقديم أحلى الأماني وأحلى الأمنيات إلى كافة الأمة المسلمة بأقطاب العالم بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف، أعاده الله علينا وعلى كافة المسلمين باليمن والبركات. كما هو المعتاد هذا الأسبوع سنقوم إن شاء الله بلقاء جديد لبرنامجكم المحبوب أركونسيال عبر هذا الموقع، وذلك عن طريق مواضيع ذات أهمية كبيرة من خلال الأحداث التي تروج ببلدنا، وخاصة والشعب المغربي قاطبة يحتفل بهذه المناسبة الشريفة، المولد النبوي الشريف. ولكن لا ننسى بأن المغفور له محمد الخامس رحمه الله وطيب الله ثراه، أب الأمة الذي قام بتضحيات شتى من أجل تحرير هذا الوطن، وذلك مساهمة الشهداء الأبطال الأحرار الذين كانت لهم رؤية صائبة من أجل تحرير هذا البلد، وهي تقديم أول وثيقة لمطالبة بالاستقلال. الآن بتقديم هذا الخطاب السامي الذي له جد دلالات. تقني، وسوف نقوم إن شاء الله بتحليله الآن. أخبر لك عما يخالجنا من فرح عظيم بمناسبة رجوعنا لوطننا العزيز بعدما قضينا أكثر من عامين في المنفى، وقد كنا وإياك في المحنة سواء طيلة هذه الغربة. نساطرك آلامك ونقاسمك آمالك، وكانت الروابط التي تجمعنا بك متينة، فلا الأيام ولا بعد المسافات استطاعت أن تنال من ذلك الاتحاد الروحي الذي كان عونا لنا على تحمل الآلام والحنين إلى الأوطان.
شعبك الحر الأمين يبتدي أنت بالنصر المبين يا ملك شعبك الحر الأمين يبتدي عودك الميمون عيد الحياة فهو عنوان سعيد للنجاة أنت بالنصر المبين يا ملك شعبك الحر الأمين يبتدي عودك الميمون عيد الحياة فهو عنوان سعيد للنجاة عودك الميمون عيد للحياة يمتاز المؤمن بين أفراد البشر بكمال اليقين واطمئنان الضمير والاعتماد على ربه. Mais aussi un pays moderne avec toutes ses infrastructures. Le temps de la réconciliation était arrivé. Le Maroc veut son indépendance, c'est un fait. Et je suis sûr que ce n'est pas la France. Elle ne pourrait pas le faire sans renier son passé et ses traditions, que ce n'est pas la France qui nous renierait notre droit à l'indépendance. Mon peuple, mon jeune peuple, qui a été auprès de vous, et qui restera auprès de vous, compte sur la France, compte sur les Français, compte sur leur intelligence et compte surtout sur le patrimoine commun de nos deux civilisations pour que nous réussissions l'expérience que nous sommes en train de tenter, car nous ne pouvons pas nous permettre de la manquer. Le 3 mars 1956 sera dorénavant reconnu comme la date de l'indépendance du Maroc. Dans le royaume reconquis, le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef sera consacré et connu comme le roi Mohamed V. Il aura comme première responsabilité de doter ce pays d'une constitution, d'une armée et d'un gouvernement. En promettant l'avènement d'une monarchie constitutionnelle, Mohamed V formera son premier cabinet de coalition, accordera à tous les citoyens marocains le libre exercice des droits et libertés publiques et s'affirmera très vite un grand leader parmi les nouveaux pays indépendants du tiers-monde. À 28 ans, après avoir été nommé chef des forces armées royales, Moulay Hassan sera désigné prince héritier, successeur légitime au trône alaouite. « 06 13 42 50 تقدر 87 هذا هذا خلينا نهضر. Eh bien, merci Abdel-Latif pour cet hommage à l'indépendance du Maroc. Nos auditeurs non arabophones auront compris que nous avions fait d'abord un premier discours de feu Sa Majesté le roi Mohamed V à son retour d'exil. Et s'en est suivi par un discours qui a été prononcé par feu Sa Majesté Hassan II devant les parlementaires français, où il a rappelé, au-delà de la fin du protectorat, l'indéfectible amitié entre nos deux peuples, français et marocains. Je voudrais en profiter dans un premier temps pour présenter à nos chers auditeurs mes meilleurs vœux pour l'année 2014. J'étais malheureusement absent la semaine dernière, donc à toutes et à toutes, je vous souhaite une très très bonne année 2014 et une pensée particulière pour toutes les personnes seules qui sont dans des situations de précarité et auxquelles je voudrais apporter tout notre soutien. Dans un premier temps, je voudrais aussi présenter, mon cher Abdel-Latif, nos meilleurs vœux à la fois. Alors tout à l'heure, tu as présenté les vœux
pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'équivalent de la nativité dans l'islam. Alors, je voudrais aussi présenter tous nos vœux à nos chers auditeurs pour Eid al-Mouloud. Et puisque le Maroc est pluriel, et nous sommes dans une émission, dans une radio qui s'appelle Radio Pluriel, je vais aussi je vais présenter mes vœux à nos amis berbérophones. Alors, dans un premier temps, Asges Nounambark, ou Eid Nounambark, ou Ilman Dalhna. Voilà, donc simplement pour leur souhaiter une très bonne année, une bonne fête pour Eid al-Mouloud, et beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. Notre première chronique dans ce nouveau concept, nous allons avoir une première chronique où nous allons parler du manifeste d'indépendance. Alors, le 18 décembre 1943, les anciens cadres du Parti national, interdits en 1937 par les autorités françaises et encore en liberté, organisent clandestinement à Rabat le congrès fondateur du Parti de l'Istiqlal. Le 11 janvier 1944, 67 Marocains signent le manifeste de l'indépendance. C'est la revendication officielle pour l'indépendance du royaume, c'est-à-dire la fin du protectorat, qui est remise par les signataires à feu le sultan Mohamed V. Le résultat est immédiat. La résidence, représentation de la République française à Rabat, fait pression sur le souverain pour condamner publiquement cette démarche, ainsi que des arrestations des signataires, de leur soutien et des militants connus. Mais les conséquences aussi, manifestations et soulèvements secouent le pays, l'indépendance est en marche. Au-delà de cela, la lecture qui peut en être faite est triple. L'indéfectible relation de la monarchie et du peuple marocain. Ensuite, c'est la confiance totale du peuple en la monarchie. Et enfin, le fameux pacte entre la monarchie et le peuple pour construire ce Maroc nouveau. Afin de nous éclairer sur cet événement et de ses conséquences actuelles, nous allons recevoir Yousf Chiheb, professeur associé à l'université Paris 13 Sorbonne, spécialiste des politiques de la ville et expert international auprès du PNUD en ingénierie de développement. Il vient de sortir un livre sur ce fameux manifeste d'indépendance. Bonjour Yousf Chiheb, merci d'être en direct avec nous. Bonjour. Écoutez, donc merci d'être en direct avec nous. Vous avez écrit un livre sur le manifeste, vous êtes reconnu comme quelqu'un qui est vraiment au fait de cette partie de l'histoire du Maroc. J'ai une première question pour vous, c'est est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, nous donner un bref rappel historique et du contexte de ce manifeste? Bonjour d'abord à vos auditeurs et je me joins à vous aussi pour commémorer cet événement. Alors, l'histoire officielle ou scolaire parle de la colonisation avec comme un événement mineur. On évoque protectorat, cogestion de l'administration, bref, une parenthèse et un accident regrettable dans l'histoire des relations internationales. Mais en réalité, il s'agit pour le protectorat du Maroc d'une colonisation en gants de velours, en fait un statut juridique hybride qui renvoie à d'autres questions moins élucidées aujourd'hui. Protectorat contre qui? Protectorat de qui? Protectorat de quoi? Également, dans la réalité, c'est une stratégie coloniale bien rodée. Alors, que dire de la présence militaire sur le sol d'un pays souverain, de l'administration directe de son État, de l'exploitation sans contrepartie de ses ressources économiques, la manipulation des pachas et des caïds inféodés à la France pour se dresser contre le palais. C'est également la guerre du Rif, l'usage de l'arme chimique, la succession à la résidence générale d'officiers supérieurs de prestige tels Lyoté, Pétain, Juin, Guillaume. Enfin, sur le plan territorial, c'est le démembrement du royaume, en attribuant le Maroc utile pour la France, le Nord et le Sahara pour l'Espagne, et le statut ambigu et international pour la ville de Tanger. Face à ce contexte, le sultan Mohamed V et une élite politique nationaliste ont franchi le pas en réclamant explicitement la fin de la colonisation
le retour de la légitimité et l'irréversibilité du processus de l'indépendance du Maroc. Et en ce sens, ce travail que j'ai réalisé met en lumière la succession de tous ces hommes prestigieux des deux côtés de la Méditerranée pour finalement signer en arrière-plan l'acte de décès de l'empire colonial agonisant qui allait se démanteler à la fin des années 50. Ben écoutez, merci pour ce bref rappel historique. Alors, une question qui est sous-jacente à tout cela. Le Maroc a eu son indépendance. Il a été reconnu au niveau international. Il s'est posé sur la scène internationale. Il joue un rôle majeur dans les relations. Alors, est-ce que vous pouvez, en tant que spécialiste, nous faire un lien entre ce manifeste et les réformes passées et actuelles du royaume? Là, encore une fois, le manifeste de l'indépendance n'est pas une simple déclaration d'indépendance conjointe du sultan et de ses fameux 67 signataires nationalistes, mais un projet global posant les jalons après l'indépendance de la création d'un futur État-nation, d'une réforme des institutions obsolètes liées au Makhzen central, l'élaboration d'une constitution autour d'une monarchie constitutionnelle cohabitant avec le roi, autorité légitime du pays, la transformation d'une société conservatrice et l'abolition d'un système socio-économique féodal maintenu et entretenu par la colonisation, l'accès à l'éducation par la scolarisation des masses, l'appartenance à une entité géopolitique naissante, fut la Ligue arabe, et une ligne réformatrice reposant plus globalement sur un triptyque liant le passé au présent. Ce sont des réformes dans la continuité, évitant ainsi l'option désastreuse de la rupture. La transition par palier vers un État démocratique, l'allégeance à la monarchie comme un ciment politique et comme un pare-feu contre la confrontation confessionnelle ou ethnique potentielle dans la région. La reconnaissance de la diversité culturelle et de la masérité. En fait, la résilience du modèle politique marocain a fait ses preuves face aux effets collatéraux désastreux du printemps arabe qui en témoignent de la solidité de ces institutions marocaines. Donc, en fait, vous faites vraiment référence à cette nouvelle constitution qui au-delà de certains commentateurs qui en ont dit que c'était une réaction immédiate, mais qui en vérité, de ce que je peux comprendre de ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, que c'est une continuité, c'est un travail, et que cette nouvelle constitution est un travail qui était largement avant le dit printemps arabe. Tout à fait. On a souvent oublié que les trois monarques, feu Sa Majesté Mohamed V, feu Sa Majesté Hassan II et notre souverain actuel, s'inscrivent tous dans la même matrice politique, à savoir des réformes dans la continuité, des réformes par palier, des réformes évitant la rupture brutale. Et donc, par cette politique, on s'inscrit dans une durée, donc des réformes en douceur, autour desquelles il y a un consensus et de la classe politique et de la classe religieuse, si j'ose dire, en évitant autant que possible ces virages à 180 degrés qui sont de nature à provoquer des distorsions ou des troubles internes. Le printemps arabe a démontré encore une fois cette pertinence d'un tel choix, à savoir se réformer en douceur, se réformer dans la continuité. Par continuité, j'entends garder l'entité génétique du Maroc. Allah, Al-Watan, Al-Malik, Dieu, patrie, roi. C'est le fil rouge dans lequel s'inscrit cette réforme dans la continuité. Très bien. Alors, puisqu'on est toujours dans la notion de continuité, on connaît le lien historique entre la France et le Maroc depuis feu Sa Majesté Moulay Ismaïl et de ses rapports forts avec Louis XIV. Alors, une question, est-ce que vous pourriez nous rappeler, et rappeler surtout à nos chers auditeurs en France, mais aussi au Maroc, l'attitude de feu Sa Majesté le sultan Mohamed V par rapport à la France? Et quand je dis par rapport à la France, je parle des gouvernements français tant de Vichy que ceux de la 4e République et de ses conséquences sur les relations franco-marocaines. Alors la politique et la relation de feu Mohamed V à la France pendant la 4e République et le régime du Vichy, et même plus tard, même à la France libre, c'est basé en fait sur une vision constante. C'est toujours ce fil rouge de la continuité, pas de rupture. D'abord,
le refus de la colonisation et du statu quo lié au protectorat. Aucune sympathie pour la politique collaborationniste du maréchal Pétain, aucune sympathie pour l'Allemagne hitlérienne, le refus catégorique de déporter les Marocains de confession juive ou de leur imposer le port de l'étoile jaune, malgré la pression du président général qui imposa à l'époque des quotas pour déporter nos compatriotes israélites. Ça veut dire, vous vous rappelez, pardon de vous couper, mais vous vous rappelez le fait que Feu Sa Majesté Mohamed V a été parmi les 2 chefs d'État au monde avec le roi du Danemark à avoir refusé que ces sujets portent l'étoile jaune, et que je crois que Shimon Peres et d'autres associations travaillent actuellement, ce que vous m'avez plus ou moins dit hier soir, sur le fait de faire reconnaître, et de toute façon légitime, l'attitude de la politique du royaume, d'être considéré juste parmi les justes, au même titre que le général de Gaulle, qui a décoré Feu Sa Majesté Mohamed V de la Croix de la Libération, mais qui était aussi la Croix de la Libération vis-à-vis du peuple marocain. Oui, absolument. Donc, il y a des gens qui travaillent, des personnalités très éminentes dans le monde, que je ne citerai pas leur nom pour des raisons évidentes, qui travaillent et qui œuvrent pour que le nom de Feu Mohamed V soit inscrit au mémorial Yad Vashem en Israël, et que le président israélien, M. Peres, donne a priori son accord, donc laissant le temps au temps pour que cela puisse aboutir. Mais en tout cas, cette affirmation catégorique en disant que aux autorités de la résidence générale que les Marocains, ils ne sont que des Marocains, il n'y a pas de Marocains juifs, il n'y a pas de Marocains musulmans, il n'y a que des enfants de Sa Majesté, je cite sa citation. Alors ensuite, il y a aussi la participation à la libération de la France par l'envoi de dizaines de milliers de combattants marocains qui sont montés au front, qui sont morts pour la liberté. Il a également privilégié l'option politique pour accélérer le processus de l'indépendance à travers les accords d'une région très proche de vous, à Aix-les-Bains, en évitant la confrontation armée frontale qui a donné un désastre dans certains pays qui ont choisi cette option. Enfin, la réconciliation et la consolidation des relations franco-marocaines après l'indépendance. Toujours dans cette continuité. Réforme dans la continuité. Donc le principe, il est récurrent, il vient à chaque fois. Rester sur un plan géopolitique international dans le giron du monde libre et refuser l'adhésion à l'idéologie du RSS. Alors pour Mohamed V, pardon, je prie m'excuser, c'est que le timing nous presse, mais c'est aussi vraiment ce que vous dites est très intéressant, mais je voulais simplement juste rappeler que tout à l'heure, notre ami Abdeltaïf a eu la judicieuse idée de nous rappeler un discours qu'a prononcé Feu Sa Majesté Hassan II devant le Parlement français, juste après l'indépendance du Maroc, pour marquer les relations entre la France et de, je dirais un petit peu, de gommer ce qu'il y a eu comme mal et de porter que ce qu'il y a comme bien en souvenir. Tout à fait. Pardon, Monsieur Chehab, je sais que mon ami Abdeltaïf meurt d'impatience de vous poser une question, donc je vais lui céder la parole. Je voudrais vous remercier pour votre très belle intervention. Je sais que vous êtes un spécialiste aussi de la gouvernance en matière sociale. Je pense que nous donnerons peut-être rendez-vous dans les prochaines émissions pour que vous puissiez intervenir si vous en êtes d'accord et nous donner votre vision de la bonne gouvernance sociale, puisque ça va être notre prochain sujet, mais qui sera un peu plus général. Merci Youssef Chiab. Je vous en prie. Oui, cher professeur, c'est un grand honneur pour moi, en tant que franco-marocain, d'avoir en face de moi un franco-marocain, un émireux qui honore notre pays avec son savoir-faire et ses compétences. Ma question que je souhaite vous poser, c'est que vous avez écrit un livre sur le manifeste qui vient de paraître. Pourquoi ce livre, au-delà de la commémoration du 70e anniversaire? Je vous remercie de m'avoir posé cette question parce que mon livre peut s'adosser à une série de énièmes livres qui écrits. Mais en fait, mon travail se présente en 4 séquences. D'abord, un rappel du fait historique à travers la chronologie du fait colonial, en portant un éclairage sur des hommes qui ont foulé le sol marocain. Les uns glorieux, comme Roosevelt, Churchill,
Eisenhower, De Gaulle, mais aussi des hommes cruels et traîtres, tels que le maréchal Pétain, Franco, El Gnaoui, et enfin des hommes marocains, de grands patriotes, qui ont fini leur vie dans l'anonymat, tels Abdelkrim El-Khattabi, mort au Caire, Alain El-Fassi, et le grand père de la tricontinentale, Mehdi Ben Barka, mort dans des conditions mystérieuses. Deuxième séquence de mon travail renvoie à ce paradoxe de l'histoire. Deux hommes vénérés par leur pays pour leur exploit militaire au Maroc, plus tard sont devenus, l'un, je parle de Franco, dictateur, l'autre, je parle du maréchal Pétain, comme collaborateur des nazis. Deux hommes marocains vénérés aussi au Maroc, l'un est mort en exil, comme Abdelkrim, l'autre est enlevé à Paris et jamais retrouvé. Le sort du monde libre, de la guerre, de la libération de la France, s'est décidé assez paradoxalement dans le pays occupé par la France. Quatrième paradoxe, cette France, force occupante et occupée. Enfin, les deux généraux De Gaulle et Giraud, qui demandent l'aide aux anglo-saxons pour libérer la France à la conférence d'Anfa de Casablanca, mais qu'en même temps refusent l'indépendance au pays qui les accueille. Et enfin, un hommage à mes oncles. Et là, je suis très ému en disant ça, puisque pendant cette période sombre de l'histoire des deux nations, mon oncle l'aîné qui repose en paix, mort à Monte Cassino, son sang s'est mélangé à celui de ses frères d'armes, français, américains, britanniques, morts dans l'indifférence de la France. Son cadet, enrôlé malgré lui dans la Légion étrangère, pour aller vers une mort certaine dans la fournaise de Dien Bien Phu, blessé et rapatrié au Maroc sans reconnaissance. Une simple pension de 67 € par mois. Enfin, le cas le plus tragique, mon oncle Benjamin, mort dans la fleur de l'âge, fauché par les balles de la police française à Casablanca en août 1953. Son crime, avoir brandi le portrait du sultan Mohamed V, exilé. Et enfin, quatrième et dernière séquence, un travail de mémoire pour les jeunes issus de l'immigration, contre la négation de l'histoire, pour la paix dans la Méditerranée, notre bien commun, pour le vivre ensemble en France. Enfin, pour ceux qui œuvrent pour le renforcement de l'amitié et de la coopération franco-marocaine. Ce travail se veut aussi pédagogique pour aplanir les contentieux et pour tourner la page à un cycle de l'histoire qui n'a pas honoré ni notre pays d'origine, ni notre pays d'accueil, qui est la colonisation. Tournons la page et allons vers le futur. Cher professeur, je tiens à vous remercier de cette intervention. Soyez que vous avez le bienvenu ici sur la région pour parler de votre livre avec les associations actives qui travaillent pour la promotion d'un Maroc nouveau, la promotion de commémorer la mémoire qui reste toujours d'actualité. Merci beaucoup, c'est Youssef Chiheb. Merci à vous. Au revoir. Monsieur. وفي إطار الاحتفالات التي يشهدها إخواننا البرابرة والأمازيغيين عبر أقطار العالم وكذلك ببلدنا المحبوب، البلد الذي يعترف جميع اللغات واللهجات، نقدم هذه الأغنية للمرحوم محمد درويشة كهدية متواضعة لجميع البرابرة، l'ensemble des Berbères, pour une année, Inch'Allah, une année de paix, une année de promotion de la langue berbère. ناسي ناس يناسي ناس يناسي ناس ما يريخ ما يريخ ما يريخ هذا سيخ الزمن هذا سيخ الزمن والنوليو فين والنوليو فين والنوليو فين والنوليو فين ما غسيشي والنادي تمون ناسي ناس ناسي ناس ما يريخ
ما يريغ ما يريغ داس يتزمن أو الناور يوفي والناور يوفي أو الناور يوفي المغاسي شي والنادي تمون ينسي ناس ينسي ناس ما يريغ ما يريغ ما يريغ داس يخسمن وردا يسنقس وردا يسنقس وردا يسنقس صاغس الشيب إخوان ناسي ناس ناسي ناس ناسي ناس ما يريغ ما يريغ ما يريغ داس يخي الزمن أو الناور يوفي والناور يوفي أو الناور يوفي المغاسي شي والنادي تمون ينسي ناس ينسي ناس ما يريغ ما يريغ ما يريغ ناس يخسمن هذا وردا يسنقس وردا يسنقس وردا يسنقس يتصغس جيب إخوان ناسي ناس ناسي ناس ناسي ناس ما يريغ ما يريغ ما يريغ Vous êtes toujours sur Arc-en-Ciel, votre émission marocaine sur Radio Pluriel, l'émission de proximité, l'émission au cœur de l'événement marocain pour une belle promotion dans notre cher pays d'origine auprès de notre pays d'adoption. En attendant la deuxième chronique de M. Abdelaziz Dhassi, où là on va recevoir une personnalité de haut niveau, comme le cas de C. Youssef Chiheb, M. Tawfiq Bourgou, un spécialiste dans le domaine de la gouvernance. Mais d'ici là, nous souhaitons la bienvenue à cette personnalité avec cette chanson qui a tout un sens. هلا هلا يا مطر اغسلي وباقي الشجر الحلم مثل الورد يكبر الحلم مثل الورد يكبر والهلال يصبح قمر والهلال يصبح قمر ادخلي بيوت القصاب واسقي أزهار الغضب ادخلي بيوت القصاب واسقي أزهار الغضب وخبري دمعة بلادي. Oui, cher Abdelaziz, à toi la parole avec, avec ton invité, M. Tawfiq Bourgou. Eh bien, merci mon cher Abdelatif. Nous allons recevoir Tawfiq Bourgou pour parler de bonne gouvernance dans les pays émergents, un cas le Maroc. La bonne gouvernance, c'est l'art de la négociation et la gestion des affaires pour arriver à des solutions mutuellement acceptables. En effet, un État, une entreprise ou toute organisation ne peut se contenter de décisions sans en mesurer les conséquences autour d'elle. Cette notion devient un thème fort de recherche des solutions aux défaillances des politiques publiques au cours des années 70 et 80. Elle intègre les discours et les pratiques des grandes organisations internationales au cours des années 90. Elle en devient même un standard. Tawfiq Bourgou, maître de conférences en sciences politiques, spécialiste de la gestion des risques sociaux et des politiques de sécurité à Lyon 3, est aussi référent défense à Lyon 3, directeur d'Erasmus Mundus, gouvernance internationale de la sécurité. Bonjour Monsieur Bourgou. Bonjour cher ami, merci de m'avoir invité, de me donner la parole, de m'entretenir directement à travers vous avec vos auditeurs. Je vous félicite d'abord pour la qualité de vos émissions, de votre émission et de la qualité de l'animation et puis le haut niveau des invités que vous nous proposez de semaine en semaine. Je ne parle pas de moi-même,
je parle aussi de mes collègues qui m'ont précédé à cette tribune. Merci en tout cas de m'avoir donné l'occasion de parler à travers votre émission. Eh bien, écoutez, merci, monsieur. C'est nous qui vous remercions parce que nous savons que c'est un repos dominical en France et que je voudrais aussi vraiment remercier l'ensemble de tous nos intervenants et Taoufik Bourgou en particulier de prendre sur leur temps. Alors, Taoufik Bourgou, vous dirigez Erasmus Mundus sur la gouvernance internationale de la sécurité. Alors, j'ai une première question à vous poser, c'est est-ce que vous pourriez déjà nous donner une première définition simple et rapide de la notion de bonne gouvernance et à qui elle s'adresse? Alors, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, d'abord le terme gouvernance est un terme qui a été, je dis pas créé, mais construit au cours des années 60-70 jusqu'au début des années 80 autour de comment rendre plus efficaces les politiques sans pour autant être dans cette logique entre guillemets d'un pouvoir qui impose ou d'une institution qui impose, mais plutôt dans le cadre de rapports collaboratifs entre à la fois ceux qui décident des politiques et peut-être ceux qui les reçoivent ou en tout cas ceux qui demandent une aide quelconque, un programme, etc. Alors la notion de bonne gouvernance s'installe progressivement, mais je dirais beaucoup plus tardivement. C'est autour des années 90, début même des années 2000, où la notion de bonne gouvernance, notamment à travers d'un certain nombre de programmes internationaux, s'est imposée comme un standard, c'est-à-dire comme une sorte d'activité, comme une sorte de seuil auquel on doit parvenir, et ce à travers ou grâce aux organisations internationales, celles de la nébuleuse de l'ONU, c'est-à-dire la CNUSED, le PNUD ou d'autres, ou alors à travers la Banque mondiale, le FMI, etc. C'est-à-dire que la notion de bonne gouvernance, à ce moment-là, se conclut par l'émission ou l'édiction d'un certain nombre de recettes qui amènent les États à mieux allouer les ressources et que ces ressources produisent les meilleurs résultats possibles. Donc, dans bonne gouvernance, il y a énormément de recettes, il y a énormément de choses, mais je dirais c'est autour de la bonne allocation des ressources. Très bien. Alors, toujours pour rester sur cette thématique, quels sont à votre avis les éléments nécessaires à la bonne gouvernance? D'abord, je dirais que tout dépend du climat social. Il faut être très clair que dans un pays où vous n'avez pas un minimum de stabilité, de sécurité, vous ne pouvez pas avoir une bonne gouvernance. Ça c'est clair, je dirais, il est tout à fait trivial que de le souligner. Cela dépend ensuite, je dirais, du cadre général de confiance mutuelle qui se crée entre les gouvernants et les gouvernés, entre les gouvernants, les entreprises et ce que j'appellerais moi le troisième secteur, c'est-à-dire les associations. Autrement dit, il y a tout un ensemble de moyens qui permettent d'instaurer un climat de confiance, un climat je dirais, où il y a en quelque sorte dialogue, où il y a discipline de dialogue, où il y a acceptation mutuelle des rôles des uns et des autres. Ce sont ces recettes-là qui, je dirais, qui conditionnent, qui sont la condition sine qua non pour qu'il y ait de la bonne gouvernance. Il y ait un débat déjà sur la gouvernance. Je crois qu'on vous entend plus. Allô, Monsieur Bourgou, je suis désolé. Je crois qu'il y a un petit problème technique. Je ne sais pas si c'est dû au micro. On a un tout petit problème technique. Allô, Monsieur Bourgou, est-ce que vous m'entendez? Oui, je crois fort bien. Il y a un petit problème technique avec Monsieur Taoufik Bourgou. Donc, on va essayer de le rejoindre une deuxième fois pour la suite de cet entretien. Et d'ici là, on va essayer de rester avec ce sketch qui est assez important de Saïd Al-Nasiri. En attendant de reprendre la parole avec Monsieur Taoufik Bourgou. الزبل اخر خطر هذا مازال هذا الزبل راه الواحد يغلب عليه اللي لحسوه الدراري لحسوه اللي نجمعوه حنا نجمعوه. المشكله هو الزبل اللي كيكون مكتوب في الكواغط بحال هكا كتلقى شي زبل مكتوب وكيلصق في الدماغ كيلصق مزيان في الدماغ ديال بنادم وما كيحيدش. وكاين شي زبل اخر عنده شي طوارو خاصين به. ما لاحظتوش واحد القضيه تاع الطوارو كتبوا عندنا في البلاد؟ ما لاحظتوش هذه القضيه؟
طوارو ديال بصح تبقاو عاوتاني تقول لنا صدقوا دايرين شي فضيحه ولا شي طوارو ديال بصح تبقاو نتوما تصفقوا صدق انا هو قال لازم ندو ما نصفق انا نخرجوا على بعضياتنا انا كنهضر على طوارو ديال بصح والسطوله ولاو عندنا السطوله في البلاد بزاف وسبحان الله العظيم السطوله واخدين الواجهه في البلاد يعني الا مشيتي عند شي مول بيسري اول حاجه كتشوف عندهم قدام معلقه هي السطوله وسمعت كاع في الادارات ولاو كيديو السطوله هاد الايام وقد ما دورتي بك السطوله قد ما كتكون مرتاح والسطل قد ما كان السطل كيزيد يتقال كيولي قب تيولي مهم شوفوا الحمام قد ما دورتي بك القباب كتكون بخير وهاد الموضه خداوها في بلايص اخرين يعني كاين شي سطوله لقد تم ربط الاتصال avec si Tawfiq Bourgou. Vous m'entendez, monsieur Tawfiq Bourgou? Très bien, parfaitement. Parfait. Je vous repasse Abdelaziz Dahassi. Alors, monsieur Bourgou, on en revient, nous en étions donc aux éléments nécessaires à la bonne gouvernance. Vous nous avez parlé de ce troisième secteur qui est le monde associatif, de la société civile. Puisqu'on est sur le monde associatif et la société civile, nous avons beaucoup d'associations marocaines en France, qu'elles soient à la fois tant régies par la loi 1901, c'est-à-dire sur la loi sur les associations non cultuelles ou la loi 1905 sur les associations cultuelles. Est-ce que vous pourriez un peu nous rappeler le cadre de la bonne gouvernance dans le milieu associatif? D'abord, le milieu associatif, comme tout milieu, s'il fait appel à la générosité du public, il est tenu par, je dirais, la règle de base, qui est la bonne gouvernance des deniers, c'est-à-dire leur usage, et se conformer à des règles. D'ailleurs, je dirais que le législateur n'a pas manqué de le rappeler dans le cadre du droit des associations en France. À partir du moment où on fait appel à la générosité du public, il faut absolument que ces associations se conforment aux règles d'abord comptables, un classique d'imputabilité, je dirais de transparence des comptes, etc., etc. Bien. Mais il y a aussi ce que j'appellerais moi la bonne gouvernance des deniers dans le cadre associatif, dans la mesure où ces associations contribuent de façon ou d'une autre, soit, je dirais, dans le cadre du tissu social ou dans le cadre, je dirais, d'activités culturelles ou cultuelles, contribuent ou elles jouent un rôle, ou en tout cas revendiquent le fait de jouer un rôle. Donc, elles sont obligées, parce qu'il s'agit là d'un label qu'elles doivent se donner et qu'elles doivent montrer à l'ensemble de leurs sociétaires, mais aussi à l'ensemble du public dont elles réclament la générosité. Elles doivent montrer que l'usage des deniers se fait de façon conforme, que, par exemple, et ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, que les coûts ou les frais de gestion ne sont pas si élevés que ça, qu'il y a évidemment bien sûr une assurance qualité entre guillemets en ce qui concerne l'usage de ces deniers dans le cadre de ce qui est l'objet central de l'association, etc. Donc, y compris, je dirais aujourd'hui, les organisations non gouvernementales un peu partout dans le monde, y compris les grandes associations qui demandent de la générosité du public, y compris ici en France, puisque nous sommes en France, demandent et réclament d'ailleurs par elles-mêmes d'obtenir ce label de bonne gouvernance à travers, je dirais, la publication, la transparence des comptes, à travers, je dirais, la démonstration à chaque fois répétée du rapport direct entre leur activité et, je dirais, leur organisation, leur structure. Cela dépasse d'ailleurs, évidemment, nous sommes au-delà de l'usage des deniers. D'accord. Donc, en fait, puisqu'on parle donc, si je résume bien, c'est la transparence tant vis-à-vis à la fois des autorités que de la transparence vis-à-vis de leurs adhérents, ou je dirais au public qu'elles pensent représenter ou auquel elles s'adressent. Absolument. Tout à fait. Puisque, donc, dans la continuité, une question. Je sais que vous commencez à travailler un petit peu avec le Maroc. Alors, je vais m'adresser à l'expert du PNUD que vous êtes. Que pensez-vous des étapes franchies par le Maroc dans le domaine de la bonne gouvernance à la lumière de ces dernières réformes? D'abord, le Maroc devient un pôle d'attractivité. J'étais au Maroc il n'y a pas si longtemps et je rentre du Maroc, mais dans le cadre d'activités universitaires communes et de coopération commune. Mais néanmoins, il m'a été permis de voir que c'est un pays qui a réussi ou qui réussit à se construire, je dirais, un label d'attractivité de très haut niveau.
si on le compare à l'ensemble des pays de la région et même au-delà, je dirais du pourtour méditerranéen, même de la rive nord. Le Maroc semble être et très très certainement sur la bonne voie. D'abord, je dirais les outils de l'attractivité qu'il s'est construit ne sont pas négligeables. L'ensemble des outils au sens économique, industriel, les pôles à la fois pour ce qui relève des grandes infrastructures comme le port géant qui a été construit, ça a permis d'une certaine façon de positionner le Maroc dans une zone, je dirais géopolitiquement parlant, très névralgique et très centrale. Mais aussi, ailleurs, on sent lorsque on discute avec nos collègues, lorsqu'on visite le campus universitaire que j'ai eu la chance de visiter, que ce pays est en train de faire des étapes majeures. Et dans le domaine universitaire qui m'intéresse aussi, c'est là où on voit que très certainement on entre dans une logique de réforme très très profonde. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec mes collègues, notamment en ce qui concerne la liberté qui a été donnée aux universités de nouer des relations, des rapports qui sont très stratégiques. Monsieur Bourgou, on en reparlera, je sais. Donc, avant de céder la parole à mon collègue Abdelatif Satri pour vous poser une question, j'ai une dernière question à vous poser. Puisque vous avez le fameux, donc vous dirigez Erasmus Mundus sur la gouvernance internationale de la sécurité, je voudrais que vous nous donniez votre approche de la bonne gouvernance sécuritaire et quel est votre avis sur la bonne gouvernance sécuritaire au Maroc. D'abord, je dirais d'une certaine façon, très clairement, vous ne pouvez pas avoir une sécurité au sens économique du terme, vous ne pouvez pas avoir des investisseurs, et vous ne pouvez pas avoir, je dirais, de l'investissement, du travail et du développement in fine, si vous n'avez pas le socle de base. Et le socle de base étant la sécurité. La sécurité des personnes, des biens, la sécurité des transactions, mais aussi, je dirais, la possibilité d'aller y venir. Les investisseurs étrangers, les grandes institutions internationales le réclament. Et quand on regarde, je dirais, ce que le Maroc a fait, on est véritablement impressionné en ce qui concerne la capacité de pays à, je dirais, franchir des étapes de réformes politiques et économiques. Alors, Monsieur Bourgou, excusez-moi parce que... Alors, je suis vraiment désolé, Monsieur Bourgou. À la régie, on me fait des grands signes en me disant que le temps est malheureusement, on est très chronophage. Je tiens à vous remercier énormément de votre intervention. Je vais céder la parole à Taoufik Bourgou et j'espère vous avoir prochainement pour nous parler des accords interuniversitaires que je sais que vous êtes en train de nouer entre Lyon 3 et d'autres universités dans l'espace méditerranéen et l'université Hassan Ier au Maroc. Merci. Merci beaucoup. Merci à très bientôt. Merci Abdelaziz. Monsieur Taoufik Bourgou, vous êtes toujours là? Oui. Parfait. Oui, tout à fait. Quand même, il y a une question qui me tient à cœur et je souhaite simplement vous la poser malgré qu'on est un petit peu pressé par le temps. C'est en matière de me parler un petit peu rapidement, s'il vous plaît, de votre activité avec le Royaume ainsi de votre Institut international de sécurité. Alors, juste d'abord un correctif. L'Institut de la sécurité, il est construit ou a été créé à l'initiative de l'université Hassan Ier de Stade. Donc, mais par contre, nos collègues marocains se sont adressés à nous, à l'université Jean Moulin Lyon 3, eu égard à l'expérience que nous avons en matière de construction, de formation, de très haut niveau en matière de sécurité intérieure et en matière de sécurité internationale. Nous y avons répondu très favorablement. Et nous avons initié avec eux un dialogue constructif et très technique pour construire ce qui, à mon sens, est le seul dans le monde arabe et vraisemblablement dans le monde musulman, un institut international des sciences de la sécurité. Et c'est ainsi qu'il a été labellisé par nos collègues de l'université Hassan Ier. Et je dirais que c'est un institut dont l'objectif est à la fois de prodiguer des formations en matière de sécurité, mais au sens large du terme. Je dirais ça va de la sécurité environnementale, la sécurité des réseaux au sens informatique du terme, que de travailler, je dirais, dans les métiers de la sécurité au sens privé du terme. À ma connaissance, nous n'avons pas un cas similaire dans le monde arabe. Ça, c'est le premier dossier. Le deuxième dossier, le Maroc, à travers l'université Hassan Ier, est pionnier dans ses relations avec les universités du pourtour méditerranéen. Ils ont énormément d'accords avec les universités espagnoles, avec les universités portugaises, françaises
et bien sûr avec notre université Lyon 3. Et nous sommes partenaires dans la création, et là aussi c'est une nouveauté, dans la création de ce qu'on a appelé avant l'Erasmus Mundus, c'est un master Erasmus Mundus qui va s'appeler maintenant Joint Master's Degree, qui est un master entre 4 grandes universités, Assam Premier, Grenade en Espagne, Lyon 3 en France, et Nova Lisboa de Lisbonne. Oui, et le Maroc est premier partenaire. Sachant que nos amis marocains ont, je dirais, en gestion le programme Al-Idrissi, qui est un Erasmus Mundus centré sur la mobilité, et qui montre que c'est une, je dirais, un des pôles majeurs de la coopération scientifique et technique avec le pourtour méditerranéen, qu'il s'agisse du pourtour sud ou nord, c'est-à-dire qu'il s'agisse de la rive sud ou nord. Et c'est quelque chose d'assez particulier et très pionnier. J'aimerais juste rajouter une chose, c'est que nos collègues marocains seront chez nous ici à Lyon les 13 et 14 février prochains, entre autres, puisque toute la délégation et toutes les autres délégations seront avec nous, et par ailleurs, je dirais, nous allons initier avec eux des coopérations beaucoup plus profondes et beaucoup plus pérennes. Parfait, Monsieur Tawfiq Bourgou, nous serons parmi vous en tant qu'émission marocaine Arc-en-Ciel, et nous tenons à vous remercier infiniment de ces éclaircissements, et vous avez la bienvenue dans votre deuxième pays, le Maroc. À très bientôt. Merci infiniment, merci à vous. نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع، فأما أن يكون المواطن مغربي أو غير مغربي، وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب ودقة الساعة. واش يسالو معنا وين يبانو رجالو ما نعرفوش العيبة راه مساكن غير يحلمو مراد الله يعفو الصحراء بلاد المغرب هادو هبلو واش يسالو معنا وين يبانو رجالو ما نعرفوش العيبة راه مساكن غير يحلمو مراد الله يعفو الصحراء بلاد المغرب أراي نجم خضران أراي يا ريان أراي يا ريان أراي رايح حمران سيدنا وحنا يا موراه ربي يحفظه ورعاه مالكنا ونموت نطيح حنين فينا والخير معاه كلشي لقى له دواه المغرب راه مليح سيدنا وحنا يا موراه واش لكم مالكنا ونموت نطيح حنين فينا والخير معاه كلشي لقى له دواه المغرب راه مليح سعيد الناصري في هذا السكتش الهزلي الذي له عدة دلالات، وهو سكتش يبين على قوة المغاربة للتحدي من أجل مستقبل شريف و التي ريبوندي aux attentes ديال سيدنا الله ينصرو، وكذلك الفعاليات اللي خدامين على هذه البلاد بمصداقية وحب لهذا الوطن. سير ناري الكلاب تابعيني فين ما مشيت. عاك اسمعوا سعيد الفنان وانتم جايين الكلاب من كل قنت. علاش حتى انا فنان؟ او الكلاب فين ما جيت؟ ما عرفتش انا هذه القضيه ديالي مع الكلاب ما فهمتش انايا. وليت فين ما ندوز الكلب المخير تمشي هاجم عليا انا حقر عليا انايا.
انا كاع واحد الخطره كنطل من الشرجم واحد الكلب جاي معاه جلو صغير ولدو هو يشوف فيا ويقول ليه شوف اوليدي شتي هذاك؟ قلت لي ما قال لي مالو قال لك هو اللي غتكبر غتعضو ان شاء الله هذاك يعني من صغير حاضرين عليا لا ولكن انا نقول لكم السبب ولكن غنقولوا خليو بيناتنا راه مشى تخرج من الرباط غنعرفكم نتوما اللي قايلينه انا نقول لكم راه كاين شي حوايج ما تخرجوش من الرباط بروسكم انا نقول لكم هذه واحد شي 5 ايام ولا ما نعرف 6 ايام فقت من النعاس لقيت راسي وليت كلب والله العادي الكلب كنذبح كنعض انا مني فقت شفت راسي في المرايه تخلعت مني شفت راسي في المرايه كلب بغيت نغوت نبحت خرجت النبحه بوحدي خلعت راسي بديت كنغوت وامي خرجت النبحه طلعوا لي الدار ما احنا عندنا الرفق بالحيوانات اللي طالع بشطابه اللي طالع بطالون ديال بولي واللي جرى فيا البيلانتي ديال الظلمي وانا كلب ما تفهمناش نبحت عليه هربت عليه طلعت لقيت الحيوانات بزاف قال لي الطبيب ولدي ما تخافش يا وليدي ما تخافش يا ولدي راه بزاف الناس هاد الايام فاقوا من النعاس لقاو راسهم ولاو حيوانات لانهم فقدوا تا الانسانيات ديالهم احمد الله انت اللي خرجتي كلب شوف تبارك الله هذيك اللي فعل لي تماك شتيها هذيك السيدي راه كانت سكرتيره في واحد الشركه دارك على التخلويط شحال من واحد خرج عليه مع مراته فقط لقات راسها ولات ربعه وشتي داك الحنش اللي تماك هذا كان مخلوط في واحد الاداره هذاك النهار كامل هو بارك على التبربيس شحال من واحد خرج عليه شحال من واحد خرج عليه مستقبله قال لي وشتي داك الحمار اللي في الباب هذاك راه كان عساس في واحد الاداره ما كيتفاهم مع حتى واحد فقط راسه ولا حمار وهذاك الثعلب وهذاك الديب راه كانوا مصريه برك كيسمسروا في عباد الله فقل راسهم ثعلب وديب احمد الله انت اللي وليتي كلب قلت لي ولكن كيفاش غندير وانا كلب انا عمرني ما كنت كلب كيفاش غادي نعيش كلب قال لي ما تخافش غادي تولف ومني غادي تصلح راسك وتولي حتى انساني ترجع ليك غادي ترجع بنادم قلت له كيفاش غندير قال لي ما تخافش غادي نعيط لك على سيداتي وانساتي سادتي هذه 2:56 دقيقة ما تبقى لنا من الوقت نقوم بتقديم لكم هذه الأغنية الشعبية ذات دلالات لأبطال الهجرة. سيداتي وسادتي إلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله مع d'autres invités de haut niveau et de la qualité par rapport à leur intervention. Notre objectif, c'est de promouvoir notre pays, le Maroc, dans un cadre de transparence, dans un cadre de promotion à tous les niveaux. Dans votre émission marocaine Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, chaque dimanche de 14h à 15h et sur le net www.radiopluriel.fr. إلى الملتقى. بركة
الشيطان